Bienvenue à cette dernière conférence de l'après-midi. Conférence toujours très orientée technologie avec notamment la société Atypic Solutions. Voilà, donc je vais laisser Julie donc, se présenter et nous présenter déjà Atypic Solutions, cette société, ce qu'elle fait, avec un cas plutôt orienté agroalimentaire. Puisque là, dans ce secteur, évidemment, les problématiques sont nombreuses et appellent à la technologie. Donc, je vous laisse. Merci Olivier. Donc, je suis Isabelle Duret, le DG d'Atypic Solutions. C'est une start-up dans le monde de l'industrie et qui s'intéresse essentiellement à la performance industrielle et au progrès. Donc, je vais effectivement essayer de vous raconter ce projet et vous expliquer comment est-ce qu'on a travaillé cette transformation digitale d'une industrie agroalimentaire orientée performance industrielle. Alors, pour développer le sujet, je vous propose d'aborder, mais je vais glisser très très rapidement sur cette première partie parce que je pense que vous avez déjà eu un certain nombre d'informations et d'éléments et que ce n'est pas forcément la peine de revenir sur le concept en lui-même de l'industrie 4.0. Je vais par contre plus vous expliquer ma conception de l'excellence opérationnelle et comment est-ce qu'on intègre l'excellence opérationnelle dans l'industrie 4.0, ce qui permet de faire cette transition de l'industrie 4.0 à l'industrie 4.h. Qui me tient beaucoup à cœur. Je vous présenterai ensuite l'outil collaboratif que Atypic Solutions a développé pour piloter le progrès et on va passer la grande partie de mon intervention sur le retour d'expérience. Alors on a choisi Lunor parce que on est dans la région de Rouen et Lunor c'est à Luneray, donc c'est pas très loin d'ici. Donc une expérience locale pour vous expliquer ce qu'on a mis en œuvre et comment on l'a mis en œuvre. Alors, donc, je le disais, je vais passer sur la partie industrie 4.0, révolution industrielle et technologie de l'industrie 4.0. Je pense qu'on en a déjà largement parlé, le big data, le cloud computing, les robots collaboratifs, la simulation, l'internet des objets, le fameux IoT dont on parlait tout à l'heure, l'intégration des systèmes horizontales verticales, la fabrication additive, et puis la réalité augmentée et ce qu'on peut appeler aussi le 9e pilier de l'industrie 4.0, qui est la cybersécurité. Voilà, donc je ne passe pas plus de temps là-dessus. Je pense que là, sauf si quelqu'un me dit, si, je voudrais quelques explications. Mais voilà, je pense que c'est assez OK. Alors, moi, j'aime bien aussi revenir sur les applications en fait, concrètes dans l'industrie, parce que ça, ce sont des technologies. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans l'industrie ? Donc là aussi, on va pouvoir travailler à la fois sur la collecte de données et l'interconnexion de tout ce qui va fonctionner dans une usine. On va pouvoir également travailler sur l'analyse des données et donc apporter l'intelligence et l'automatisation d'un certain nombre de tâches. On va travailler également avec les outils de l'industrie 4.0 sur la conception et l'industrialisation. Donc on va bénéficier des technologies 3D. On va pouvoir évoquer ce qui est Digital Twin, le jumeau numérique. Et puis, sur la partie qui, moi, m'intéresse un peu plus, qui est la partie production, à la fois des outils de production et puis surtout l'interface homme-machine, qui est aussi très fortement impactée. Les équipes sont assez bouleversées par l'industrie 4.0, la connectivité, les nouveaux moyens de production, les nouvelles interfaces de production. Donc les interfaces tactiles. Donc, même si l'industrie a été il y a longtemps très en avance en termes de technologie, elle est aujourd'hui très en retard en termes de digital et en termes de qualité des applications qui sont développées pour l'opérateur et pour le terrain. On a encore des interfaces qui sont beaucoup moins ludiques que de commander un billet d'avion ou de regarder son compte en banque sur Internet. Alors que concrètement, rien ne nous empêche aujourd'hui d'avoir quelque chose qui soit aussi facile d'utilisation, ergonomique, sympathique et surtout simple. Alors, quand on veut travailler sur l'industrie 4.0,
je pense qu'il faut quand même se poser des questions. Nous, on travaille beaucoup avec les PME ETI et on est aujourd'hui sur des contextes et des économies d'entreprise qui doivent faire le bon choix. Donc on ne part pas dans des projets de transformation tout azimut juste pour transformer l'entreprise en entreprise digitale. Il faut se poser la question du besoin. Et il faut que les outils numériques et les projets numériques fassent sens. Si on choisit un projet, il faut qu'il soit compris, intégré et voire, j'allais dire idéalement, porté par le terrain, proposé par le terrain. Il faut que ça s'intègre réellement dans la stratégie d'entreprise. Et quand on choisit de faire un projet qui est important pour l'entreprise, on va surtout au départ travailler avec une cible de ROI. On va essayer d'améliorer la performance. Et pour améliorer la performance, il faut prendre du recul et se poser aussi la question de la culture d'excellence opérationnelle. Donc cette culture d'excellence opérationnelle, dans une des confs ce matin, il y a une personne qui disait avant de travailler sur du digital, il faut travailler sur le besoin. On adapte les outils aux besoins, on n'adapte pas le terrain et on n'adapte pas l'entreprise à des outils. Et ça, ça vous paraît peut-être assez évident et tarte à la crème, mais parfois on se retrouve dans le sens inverse, où on a des outils qui descendent. Parfois dans les groupes, ça se passe comme ça. On nous dit, voilà, tiens, on va tester les cobots, et puis on se retrouve avec des objets dont on n'a pas besoin et qui restent au fond d'un atelier. Donc ça me permet de revenir aussi sur les grands principes de l'excellence opérationnelle. Donc dans l'équipe, nous, on est vraiment des hystériques de l'amélioration continue et du progrès. Et donc, de façon très simple, j'aime bien repositionner ce schéma qui est en fait le principe de faire de l'excellence au quotidien, c'est passer de la stagnation vers l'amélioration continue. Donc d'un régime qui est variable et imprévisible vers quelque chose qui est stable et puis surtout qui est aussi dans une logique durable, dans une logique de progression. Du mode pompier au mode progrès continu. Et le mode pompier, en fait, alors il est utile, hein, il faut savoir aussi le manipuler. On peut avoir des crises, on peut avoir des situations dans les usines qui vont nécessiter de travailler en mode pompier, mais il faut que ça reste ponctuel. C'est-à-dire il faut que l'esprit de l'entreprise soit orienté à amélioration continue, parce que le mode pompier de façon permanente, ça fatigue, ça épuise les équipes et ça démotive les équipes. Et quand on parle d'excellence au quotidien, moi j'aime bien aussi repositionner cette roue du progrès qui est assez simple. Le progrès, en fait, comment ça se fait ? Le progrès, ça se construit d'abord en positionnant des standards. Quand on positionne des standards, évidemment, il faut mesurer les écarts aux standards. Mesurer les incidents, mesurer la variabilité d'un processus, de façon à pouvoir identifier ce qui nécessite d'analyser les écarts, comprendre les écarts, et du coup pouvoir corriger ces écarts et revenir aux standards. Repositionner des standards, et éventuellement aussi faire évoluer les standards. C'est l'autre modalité de progrès, le progrès par petits pas, et puis le progrès par rupture. On fait évoluer le standard, et puis on recommence. Et c'est une roue qui est infinie. Le progrès n'a pas de limite. Et quand on regarde l'industrie 4.0, les apports du digital qu'on a par rapport à cette roue du progrès, en fait, ils sont très multiples. Ils sont très orientés, évidemment, données, d'abord. C'est bien capté, bien collecter la donnée. On va donc retrouver cette notion de data lake que personnellement j'aime pas forcément beaucoup, mais en fait il faut cibler la donnée qu'on cherche, il faut préparer la donnée qu'on veut collecter. Sinon dans un data lake, on peut aussi se noyer et se retrouver avec des données qui sont complètement inutiles et qui vont consommer beaucoup d'espace et beaucoup d'énergie et qui sont effectivement pas utiles.
bien prioriser. Ce que je mets derrière le management digital, c'est de fournir la bonne donnée au bon endroit à la bonne personne. Le digital nous amène aussi beaucoup d'éléments de temps réel, et donc ça participe énormément à la fluidité de cette boucle. Sur l'analyse des causes d'écart, on va retrouver évidemment cette analyse de data analytics, de façon à avoir tous les éléments pour comprendre le problème. Et puis ensuite la correction, le retour au standard, à nouveau le management digital, et la progression des standards, l'évolution des standards. On va retrouver aussi tout ce qui va concerner les compétences, parce que la dimension digitale est aussi extrêmement intéressante sur le volet des compétences. Donc on va avoir la dématérialisation des procédures, on va avoir la dématérialisation d'audit ou de contrôle. Donc on va pouvoir aussi bénéficier beaucoup des technos du digital sur cet aspect-là. Alors, ces technos, quand on regarde dans l'industrie ce qui se passe, je pense qu'il faut se repositionner un peu avec les différents acteurs du progrès. Parce que, il faut bien l'avoir en tête, tout part du terrain, tout part de l'opérateur. C'est l'opérateur qui va ajouter de la valeur sur le produit. C'est lui qui va participer à la transformation du produit. Donc, il faut être au service de l'opérateur qui, pour l'instant, a en face de lui des systèmes d'information qui sont la plupart du temps complexes. On lui demande beaucoup de données. Il ne sait pas forcément à quoi ça sert. Et puis, quand il a un souci, eh ben, souvent, il met du temps à avoir une réponse ou il n'a pas de réponse du tout. Donc, l'opérateur est aujourd'hui un petit peu perdu dans ce cycle et dans cette boucle d'amélioration continue. Le responsable de prod ou le responsable d'unité de production, lui, il va perdre beaucoup de temps à identifier les problèmes, à comprendre les problèmes. Il va perdre du temps à collecter de l'info, à collecter de la donnée, à ressaisir, à compiler, plutôt que d'être sur le terrain avec les équipes pour comprendre concrètement le phénomène et ce qui s'est passé. Il va traiter beaucoup de données dans son bureau, derrière un PC. Alors, il a des outils, hein, il a des tableurs, il a des tableaux de bord avec plein d'indicateurs, mais prendre la bonne décision, puisque c'est quand même la clé dans l'amélioration continue, c'est sur la multitude d'écarts que je vais avoir dans la journée par rapport à la production qui est en cours, qu'est-ce que je prends en premier ? Donc bien prioriser, là on touche du doigt la problématique qu'on a dans beaucoup d'industries où on se retrouve avec des plans d'action qui sont avec des centaines de lignes et qui n'avancent pas parce qu'on n'a pas priorisé les sujets et qu'on n'a pas les moyens de les prioriser correctement. J'ai positionné aussi le directeur d'usine parce qu'il est évidemment dans cette boucle de l'amélioration continue et dans ces acteurs du progrès. Et lui, toujours dans cette logique de priorisation, son souci, ça va être de bien infecter ses ressources. Je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque dans mon passé industriel, j'ai eu la chance de diriger quelques usines. Prendre la bonne décision pour affecter les quelques ressources que vous avez. Il n'y a pas beaucoup de matière grise, on n'a pas beaucoup de ressources. C'est vraiment clé et c'est ce qui va aussi permettre de motiver les équipes parce qu'ils vont comprendre que vous vous occupez des vrais problèmes. Donc il faut pouvoir décider quels sont les vrais problèmes de votre usine. Et puis j'ai positionné aussi le consultant en excellence opérationnelle qu'on voit souvent dans les PME parce qu'il y a un besoin de monter en compétences, il y a un besoin d'apporter des outils, des méthodologies de résolution de problèmes, des outils de TPM, des outils Lean, de façon à ce que la matière grise de l'ensemble de l'usine progresse et bénéficie de ces apports ponctuels, puisqu'on va chercher de l'info là où on en a besoin. Et lui, alors il a un besoin d'outils simples, qui soient structurants, qui soient efficaces, et qui permettent d'aider son client pour l'aider à résoudre ses problèmes principaux. Alors, chez Atypique Solutions, on aime beaucoup ce terme d'industrie 4.H. Alors, j'ai eu la surprise de le réentendre aujourd'hui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, parce que, j'insiste, l'usine, elle est humaine avant tout.
hein. On fera pas, on ne transformera pas nos usines en des centres automatiques de prise de décision tout à fait déterminés, sans intervention de l'homme. Moi, j'ai une conviction personnelle qui est que c'est vraiment la capacité de décider et d'agir du terrain qui fait la performance de l'usine. Et donc, l'outil doit être au service de cette performance. Il faut utiliser l'intelligence des équipes, l'intelligence collective. Et ça, c'est grâce à une logique de collaboration, de transparence. Et puis un état d'esprit aussi qui est nécessaire, qui est de dire bienvenue au problème. Bienvenue aux écarts, c'est source de progrès. Donc quand on fait cependant au niveau des systèmes d'information, vraiment l'outil numérique doit être au service d'eux, hein, et non pas être imposé à. L'outil numérique doit être simple, intuitif, presque ludique, hein, on parle de gamification parfois. C'est important, c'est utile, parce que si quelque chose est plutôt joli, sympa, avec des petits icônes rigolos, eh ben c'est plus agréable d'y aller que d'aller sur un truc qui ressemble à une interface IBM des années 70, où c'est un peu abrupt et un peu rébarbatif. Et puis le temps réel, et ça c'est aussi un des intérêts quand même de la connectivité, de l'IoT et de la remontée temps réel des informations. Le temps réel, ça doit permettre d'accélérer, de simplifier la prise de décision. Alors, chez Atypique Solutions, on a construit sur ces constats, on a construit un outil collaboratif, justement au service de cette boucle du progrès. Donc, alors, il s'appelle WATSI. WATSI, ça veut dire Waste Tracking System. L'idée, c'est vraiment de mapper toute la boucle, hein, de partir de la mesure, de l'identification des écarts, de participer à l'animation des équipes, avec cette finalité d'amélioration et de pérennité de l'amélioration de la performance. Et donc, on va vraiment prendre tout un flux de production, de l'entrée des matières à la sortie des produits. Hein, on va vraiment aller sur l'ensemble de la boucle. Et puis, surtout, il va être transparent et visible de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habilitation, il n'y a pas de validation d'une information qui a été fournie, il n'y a pas d'accord pour supprimer quelque chose ou pour rajouter quelque chose. Voilà, c'est vraiment un système complètement ouvert et transparent qu'on met à dispo des opérateurs, des chefs d'équipe, des responsables d'unité, du directeur d'usine. Alors, les fonctionnalités de cet outil. Alors, on utilise évidemment l'IoT, hein, on utilise la connexion machine, donc sur les machines qui le nécessitent. Hein, on ne va pas s'interfacer avec toutes les machines. On va collecter en automatique les incidents de façon à pouvoir les proposer à l'opérateur pour qu'il puisse rajouter de l'information, rajouter du détail, faire une photo, etc. Et il va aussi pouvoir déclarer directement dans l'outil, il va pouvoir déclarer ses problèmes. Et on va aussi voir du coup la récurrence des petits problèmes. Hein, le caillou dans la chaussure, le temps perdu, bon, qui n'a pas arrêté la machine, mais qui pour l'opérateur est important. On va pouvoir aussi le comptabiliser. La subtilité de notre outil, pour essayer d'être plus rapide et plus efficace, c'est de pouvoir enchaîner un incident principal avec ses conséquences, tout de suite dans l'outil au moment de la déclaration. Je vous prends un exemple tout simple. Vous avez, dans une machine d'usinage, vous avez un problème sur une finition, vous ratez une cote, dérogation, il y a peut-être un réusinage derrière, il y a peut-être un contrôle final supplémentaire. Donc tout ça, ce sont des écarts de performance, c'est de la perte de performance, mais en fait qui ne nécessitent pas d'être analysés dans l'incident lui-même, mais qui vont faire que l'incident initial coûte plus cher à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup relier l'erreur d'usinage sur une phase de production avec toutes les conséquences qu'il a eues derrière. Même chose, vous acceptez une matière en anomalie en entrée usine, et ben vous allez pouvoir voir tous les impacts
que vous avez, je ne sais pas, une sous-cadence parce qu'elle se s'usine moins bien que d'habitude, des contrôles supplémentaires, etc. Et on va pouvoir traverser comme ça tout le flux de production et mapper vraiment l'ensemble des conséquences que l'incident peut avoir. Et alors, on va donc pouvoir collecter de la perte de temps machine, de la perte de temps homme, des pertes matière, des pièces en anomalie ou en rebut. Et pour rendre tout ça comparable, eh ben, on a trouvé un indicateur très simple qui est l'euro. Et en fait, on valorise tout en euros, ce qui permet de rendre tout comparable. Moi, j'avais très souvent la difficulté de dire est-ce qu'il faut travailler sur un chantier qui va améliorer mon TRS ou qui va réduire ma non-qualité? Est-ce que je veux gagner des points de TRS ou est-ce que je veux diminuer des ppm de non-qualité? Alors après, avec le contrôle de gestion, on travaillait dessus, on analysait les choses et on pouvait mettre des euros en face. Mais on ne l'avait pas en temps réel et on ne l'avait pas en continu dans l'atelier. Ce qui fait que là, les opérateurs ont aussi la visibilité sur l'impact de ce qu'ils vivent au quotidien et des problèmes qu'ils rencontrent. Donc ça, vraiment, ça simplifie la prise de décision. On va ensuite construire des tableaux de bord, accompagner évidemment l'animation quotidienne des équipes où on prend la décision et on prend la décision d'action. Donc on est dans cette boucle d'amélioration continue. Et puis, comme c'est historisé, eh ben, on va avoir aussi l'historique complet de ce qu'on a pu vivre, des incidents, de leur résolution. J'ai une réclamation client qui arrive, je vois que c'est une production du mois dernier, eh bien, je vais regarder dans l'outil quels étaient les problèmes rencontrés ce jour-là. Donc vraiment des choses qui sont comme ça, qui peuvent être très utiles dans différentes phases d'analyse. Alors, en termes de ROI, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce qui va aussi permettre de décider ou non de faire ce type de projet de transformation digitale. Dans les projets qu'on a fait, on a systématiquement eu un ROI inférieur à 12 mois, phase de développement, déploiement et démarrage de l'activité. Donc on a évidemment cette partie initiale qui est de pouvoir attaquer les gisements de progrès et donc faire gagner de l'argent à l'entreprise, donc 15 à 30% de réduction des pertes en production. On va aussi rendre du temps aux opérateurs et aux chefs d'équipe et aux responsables du AP, vraiment sur toute la ligne. On va leur faire gagner du temps parce qu'il n'y aura pas de recopie, pas de tableau Excel fastidieux avec des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens et des graphiques qu'on se fait chacun à sa sauce. Et puis quand quelqu'un de nouveau arrive, on n'y comprend plus rien. Donc on fait gagner du temps. Et ce temps, il peut être vraiment passé sur le terrain, et c'est ça qui est important. Et puis, l'outil est, dès le départ, expliqué. La finalité de l'outil est expliquée de façon à gagner, en fait, et à donner du sens, et à gagner l'adhésion de tous les utilisateurs. À partir du moment où je sais à quoi ça sert de rentrer un chiffre dans un logiciel à un moment donné, et que je sais que ça va me permettre d'améliorer mon quotidien, on a gagné, quoi. On a gagné parce que, du coup, ça prend sens et ça permet d'avancer dans le bon sens. Et puis, la sobriété aussi nous tient à cœur. Donc, dans la diminution des gaspillages, dans les 15 à 30% de réduction de pertes en production, on va aussi, en corollaire, pouvoir diminuer l'utilisation des ressources et être sur le bien produire, c'est-à-dire produire au juste niveau de ressources de toute nature, ressources humaines, ressources matières, ressources énergétiques. Donc voilà, ça contribue aussi à se bien produire. Alors, Lunor. Donc, je reviens sur les motivations du DG qui a lancé ce projet. Donc, d'abord, il est parti d'un benchmark qu'il a fait sur un certain nombre d'usines qu'on pouvait imaginer similaires. Et il a constaté de façon très claire qu'il y avait un vrai potentiel de progrès. Au départ, vraiment ciblé TRS. Donc TRS, taux de rendement synthétique, performance machine. Donc c'était l'idée initiale. Ensuite, justement sur les analyses de TRS qu'ils avaient commencé à mettre en place avec des saisies manuelles, on le connaît, j'ai perdu 5 minutes là-dessus, j'ai perdu un quart d'heure là-dessus. Donc les opérateurs vraiment notaient tout ce qui se passait au quotidien. Sur la somme de toutes ces informations, on s'est aperçu que 25% des causes d'écart
de performance n'était pas expliquée. Donc une fiabilité de l'information qui était vraiment mauvaise. Même si cette collecte manuelle prenait beaucoup de temps à tout le monde, hein, et là on a chronométré le chef d'équipe tous les jours, il passait 1 heure à faire sa ressaisie de toutes les lignes de production. Donc on lui a fait gagner ce temps-là. Et puis donc le DG voulait aussi poursuivre son aventure en excellence opérationnelle. Il était déjà à l'époque accompagné par un consultant qui lui permettait ponctuellement d'amener de la méthodo, hein, de monter ses équipes progressivement en compétences. Et donc il a décidé de renforcer cette logique et vraiment de passer un cap en amélioration continue. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un projet qui est mené à 3. On a le client, le consultant en excellence opérationnelle, et nous, puisque nous, on est éditeur de logiciels, mais c'est un logiciel, mais c'est un outil de management. Donc, qui dit outil de management, dit transformation managériale, accompagnement des équipes, et c'est là le rôle du consultant. Hein, il ne faut pas se leurrer. Quand on voit des logiciels gratuits que vous pouvez, du coup, utiliser et implanter dans vos usines, ça nécessite un travail d'adhésion, ça nécessite un travail avec les équipes. Il faut convaincre. D'abord, il faut en général le paramétrer, le structurer, et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le faire. Donc, ce n'est pas vraiment un projet porté par la direction avec une vraie énergie qui y est apportée. C'est compliqué de le porter. En ce qui nous concerne, les points de difficulté qu'on a pu avoir, on a commencé l'aventure Lunor, on était en septembre l'année dernière. En pleine rupture de composants électroniques, impossible d'approvisionner des tablettes, problématique de connexion machine, il nous fallait des boîtiers, on a mis 8 semaines à approvisionner les boîtiers, donc bon, ça a été une vraie difficulté parce que du coup on a reconstruit un peu le projet pour avoir ce temps d'attente pour nous permettre de faire la connexion machine. Chez Lunor, on a connecté 14 machines. Sur un atelier qui fait une centaine de personnes à peu près. Et c'est vraiment un atelier clé pour Lunor. J'y reviendrai après. Et puis, comme c'est un projet qui est vraiment quasiment construit par le client, même si on l'accompagne et le consultant l'accompagne, on a besoin évidemment d'avoir des ressources qui soient adaptées et qu'il a fallu monter en compétences. La personne qui était choisie a eu besoin d'être aidée pour bien prendre sa position, bien définir sa posture sur le projet. Et puis, le chemin de l'amélioration continue, c'est un chemin de rigueur et d'exigence. Et il a fallu le porter et vraiment convaincre et ne pas lâcher. De toujours garder cette exigence et cette volonté de déployer le projet. Alors, il s'est passé comment ? La partie ici, donc la partie jaune ici, c'est vraiment la partie logicielle. Tout le reste, c'est le travail du consultant qui a accompagné l'équipe, qui les a fait monter en compétences. Il a travaillé avec la maintenance, il a fait monter en compétence la fonction méthode. On a retravaillé les rituels pour intégrer vraiment cette logique de pilotage de la performance sur l'euro, et non plus sur des indicateurs divers et variés. Ça, c'est un point important qui est d'ailleurs en cours. C'est former le terrain aux outils de résolution de problèmes, parce que c'est bien joli d'identifier les écarts et d'avoir la capacité de décider sur quoi il faut agir, mais ensuite il faut agir. Donc il faut donner aussi de la capacité d'action, des outils simples, des mini-kaizen, des choses vraiment très, très simples, pour pouvoir aider les équipes de terrain à passer de l'identification des écarts à l'action. Donc voilà, aussi des animations de chantier Kaizen, là plus conséquent, puisqu'on peut avoir à la fois des incidents qui sont traités au quotidien sur des petites actions, mais on peut aussi dans l'outil vraiment gérer des projets. On va décider d'un SMED, on va décider de refaire une VSM à un endroit de l'atelier, et donc on va aussi pouvoir piloter le projet au travers de l'outil. Alors, les rôles de chacun, je l'ai un peu déjà évoqué. Donc Valois Conseil, donc le consultant, lui a vraiment guidé, j'allais dire, le client sur la définition du périmètre. On a parlé plutôt précédemment on a parlé de POC, et souvent on choisit de faire un petit truc dans un petit endroit pour montrer que ça marche.
Nous, dans notre logique, pour que ça ait du sens, il faut vraiment qu'on traverse un flux significatif. Il faut qu'on ait la capacité de démontrer et de mettre vraiment à l'action, d'implémenter cette dynamique de progrès. Donc on n'est pas parti sur un petit truc, on est parti sur l'atelier principal, l'atelier de transformation de Lunor. Et on a par contre choisi les quelques machines à connecter de façon à être, j'allais dire, pertinent par rapport à la remontée des données. Une logique évidemment de co-construction du projet, hein, le consultant binôme avec le pilote du client. Il est aussi le garant des bonnes pratiques et des standards, parce qu'il faut vraiment travailler à base zéro. On cherche la cadence max de la machine, on ne cherche pas la cadence démontrée sur les 8 dernières semaines. Hein, on se positionne vraiment en base zéro pour pouvoir avoir réellement tous les écarts qui sont constatés. On va pouvoir aussi, avec le consultant, c'est lui qui fait le paramétrage. L'outil, il est pensé... en fait, c'est une double application. Une application de paramétrage et une application d'utilisation courante. Et puis, un travail avec le contrôle de gestion, qu'il ne faut pas négliger, parce que pour avoir la bonne valorisation et prendre les bonnes décisions, il faut avoir la bonne évaluation des coûts. Hein, donc, le contrôle de gestion, dès le départ, est intégré dans le groupe projet, de façon à pouvoir donner les bonnes informations. De notre côté, donc, nous, on intervient sur la partie algorithme, donc connexion machine. On aide le client à connecter la machine et à déterminer les paramètres d'analyse. On écrit les algorithmes, on les met en place. On fait aussi la connexion avec le système d'information existant pour récupérer les OF, pour récupérer toute l'information qui peut être récupérée de façon transparente pour l'opérateur. Tout ce qui existe déjà, on se fait fort d'aller le chercher et que l'opérateur n'ait pas à le remettre dans l'outil, dans l'application. Côté Lunor, eux ont réalisé la connexion machine. Ils ont validé les principes d'analyse qu'on leur a proposés. Et puis, donc, c'est eux qui ont mis en place l'export des données. Dans une logique aussi de cybersécurité, on travaille vraiment en entrant. C'est-à-dire que le client nous envoie ses données et on n'écrit pas dans son système. Hein, donc on visualise, on rend visible, mais on n'écrit pas dans le système du client. Hein, de façon à ce qu'on soit complètement hermétique et qu'on protège le client par rapport à ça. Par contre, les données appartiennent au client. Et, et le paramétrage appartient au client. Ça, c'est un truc important. Pour avoir vécu avec des ERP, des MES, dès qu'on veut modifier un truc, c'est une usine à gaz, faut payer. Voilà, nous, c'est notre fond de fonctionnement, c'est pas ça. C'est pas le fait d'être captif au niveau du client, c'est vraiment lui apporter l'efficacité de ce dont il a besoin. La direction a été sponsor de la démarche, hein, c'était un point important. J'ai pas insisté quand on a vu le planning, mais on a fait un kick-off avec toute l'usine. Hein, et ça, c'est clé. C'est vraiment donner cette vision, donner cette envie, hein, positionner où on veut aller. Et ensuite, on laisse les équipes y aller, construire la route, hein, de façon à atteindre l'objectif. Alors, quelques images de ce qu'on a fait chez Lunor. Vous voyez une petite tablette. Alors, on la voit mieux ici. On voit donc sur une des thermoformeuses, on voit à la fois le suivi de production qui est en réel. Et puis, on voit aussi qu'il y a toute une rubrique d'incidents. Donc, soit des incidents qui sont collectés automatiquement, soit des incidents qui sont enregistrés par l'opérateur. Mais il a comme ça, sur une seule et même page, toutes les informations dont il a besoin pour être toujours parfaitement en ligne avec l'objectif qui lui est demandé. D'autres vues. Et puis, alors, petite conclusion sur le retour d'expérience. Donc, le Go Live a eu lieu fin février, tout début mars. Donc, 1 heure de formation par petit groupe, par une groupe d'une dizaine de personnes, ça suffit. Hein, on a pensé le logiciel pour qu'il soit très facile d'utilisation, très intuitif. Et d'ailleurs, on a eu un excellent accueil sur le terrain. Ça s'est très très bien passé. Cette logique de co-construction, de tenir les équipes au courant au fur et à mesure de la progression du groupe de travail, hein, ça a permis quand WATSI a été déployé, ils n'ont pas découvert l'outil, hein, ils avaient déjà eu pas mal d'informations et ils avaient déjà vu pas mal de choses.
Le client a vraiment joué le jeu sur l'aspect présence managériale. Donc, il a vraiment accepté de jouer ce rôle et de tenir l'enjeu de monter en exigence au niveau des équipes et en rigueur. On a vu des talents se révéler parce que en fait, c'est assez, c'est assez sympa à utiliser et c'est assez ludique. Et du coup, il y a eu vraiment dans chaque équipe, il y a une sorte de référent qui a émergé, qui est devenu un peu le spécialiste entre guillemets de l'application et qui aide les autres et qui a envie d'aider les autres sur l'utilisation de ces tablettes. Et puis une vraie prise de conscience économique. Et ça, c'était flagrant. Il y a des opérateurs qui, sur les premiers jours de déploiement, sont venus me voir en me disant « Mais vous êtes sûr, là, vous êtes sûr que c'est bien en euros, là, c'est bien ce qu'on a perdu aujourd'hui ?» Parce que tout d'un coup, ils réalisaient en fait l'importance et l'enjeu qu'il y a derrière tous les écarts qu'ils peuvent constater au quotidien dans leur travail de tous les jours. Les améliorations qui sont en cours, même si on a chevillé au corps ce principe de simplicité, eh bien on ne se l'est pas appliqué. Donc il y a eu une partie de l'architecture des équipements industriels qui étaient trop complexes, qu'on a vraiment simplifié, notamment parce qu'il n'y avait pas d'incident. Donc s'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis sur l'enchaînement de chaque équipement, l'équipement A, le convoyeur B, etc. On a balayé, on a simplifié tout ça. On a refait un travail avec le contrôle de gestion parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient un peu loupé des choses dans l'esprit de la démarche, et donc on est revenu notamment sur cette petite logique là, de sachet vide versus sachet plein. Comme on jette après un certain nombre de phases de réglage, on jette beaucoup de sachets vides, on les compte sur l'aspect aussi emballage, évidemment c'est important, mais on les comptabilisait au prix d'un sachet plein. Donc là on a vu des choses flamber alors que c'était pas la réalité. Donc là il y a eu un retravail, on a revérifié toute la base avec le contrôle de gestion de façon à avoir une bonne valorisation, puisque c'est là-dessus qu'on va se baser pour hiérarchiser les problèmes et pouvoir travailler sur les bons sujets. À creuser toujours l'aspect base zéro. C'est quelque chose qui a du mal à être compris. On me demande de tourner à 10 coups par minute. Je sais que je peux tourner à 12, mais juste de temps en temps, quoi. Si on peut tourner à 12, on met 12, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à faire passer dans les équipes, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et puis là, la phase où on est vraiment, c'est ce passage entre l'identification des incidents et l'action. Donc cet aspect outil méthodo, outil simple. Tous les jours, je prends un incident et je le résous. J'en fais pas 3, j'en prends un. Et voilà, ça c'est en train de prendre. Et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est cette dynamique de terrain qui va permettre de gagner de l'argent et de résoudre une bonne partie des problèmes qui ont été rencontrés. En conclusion, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, donc je suis un peu essoufflé. En conclusion, je voudrais revenir, j'aime bien cette planche qui, en général, donne les causes d'échec d'un projet et vous expliquer pourquoi chez Lunor c'était un succès. La première cause d'échec, en général, c'est que la vision et les objectifs ne sont pas clairs. Et chez Lunor, on a positionné tout de suite où on voulait aller, pourquoi on voulait y aller. Pour les équipes, ça a été très clair. Le management s'est vraiment impliqué sur toute la ligne. Les objectifs sont quantifiés, ils sont timés, ils sont quantifiés. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible et qui est mesuré. Le programme était initialement pas réaliste à cause de ce problème de pénurie de composants. Et donc, on a tout de suite recalé, mais là aussi, à nouveau, expliqué aux équipes pourquoi on recalait, pourquoi on modifiait le projet. Ça a été très bien compris. Le rapport gain-coût est extrêmement intéressant. Je ne vous donnerai pas le chiffre précis au bout de 2 mois d'utilisation sur l'identification des incidents, mais ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Donc on est vraiment sur des choses qui montrent un potentiel qui est extrêmement intéressant. Donc le rapport gain-coût est très motivant. Et puis on a eu vraiment l'adhésion, l'implication du personnel. Et pour moi, c'était vraiment une des clés de succès, parce que l'outil, on l'a d'abord pensé pour le terrain, d'abord pensé pour les opérateurs. Dernière planche, et ensuite, j'espère que vous aurez des questions à me poser. Juste pour revenir sur, pour moi, les 4 axes de succès d'un déploiement de cette nature-là.
faut avoir la volonté et la vision de la direction. Il faut avoir cette approche stratégique, ce top-down, mais il doit vraiment rencontrer l'approche bottom-up. Sinon le sens n'est pas là. L'idée centrale, c'est vraiment de donner du sens, de ne pas minimiser le besoin ponctuellement d'aider le leadership, d'aider les managers intermédiaires. Ils sont la courroie de transmission des démarches. Donc ça, c'est quelque chose sur l'engagement et le leadership des managers. C'est une dimension qui n'est pas à négliger dans l'accompagnement du change management. Et puis le développement des compétences de tous, et j'insiste sur de tous, les opérateurs, eux aussi, doivent monter en compétences. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur donne des méthodos, des outils simples, de façon à pouvoir réussir ce genre de démarche. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci. Eh bien, on a déjà une question. Merci en tout cas infiniment pour cette présentation. Merci. D'abord, bravo, parce que, comment vous dites, 4.H. Oui, 4.H. C'est formidable. Bien, hein, ouais. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier que l'Alliance pour l'industrie du futur avait bien dit qu'en France, on n'appellerait pas industrie 4.0, mais industrie du futur, parce qu'on souhaite mettre l'humain au centre. Donc, bravo, même si au niveau marketing, le 4.0, c'est mieux que l'industrie du futur, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien. Juste pour remettre le 4.H, moi je l'ai trouvé dans la littérature au départ sur un travail qui a été fait par l'ARACT, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Donc justement ce souci des conditions de travail qui est hyper important. Alors j'avais une petite question sur... tu peux juste appuyer sur OK sur la télé. Sinon elle va se couper. Une question par rapport à l'approche pompier. Alors c'est vrai qu'en maintenance, la maintenance pompier, c'est quand même très difficile quand on arrive et qu'on dit maintenant on ne fera plus de maintenance pompier. Et ma question c'est comment ça a été perçu, parce que la maintenance pompier c'est quelque chose de valorisant. Hein. Souvent quand on dit poussez-vous, la maintenance elle arrive, bravo, ça repart. Et nous on va devoir expliquer que non, on ne fera plus comme ça. Et donc, voilà, ma question c'est comment ça a été perçu quand vous avez dit on va arrêter le pompier ? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le calendrier de déploiement du projet, on a tout de suite travaillé avec les équipes de maintenance pour les accompagner, en fait. Parce que ça demande effectivement un changement de paradigme. Et le pompier mainteneur qui est le roi parce qu'il a réussi à dépanner la machine, c'est... Oui. Et c'est effectivement un vrai challenge sur la gestion du changement. Et c'est là où les consultants, pour moi, ont un rôle essentiel pour accompagner des métiers comme la maintenance. Mais pas que la maintenance, hein. Il y a aussi la qualité, la logistique. Chacun voit son précaré, en fait. On balaye les silos. Donc, en fait, tout le monde travaille sur un sujet global, hein, avec une logique avec un enjeu d'économie d'entreprise. Donc on n'est plus à travailler sur son sujet. Et ça, c'est aussi une des évolutions qui est à accompagner. C'est vrai que c'est toujours une roue, hein. On recommence, hein, parce que là, ce sont des approches qu'on connaissait du temps de la TPM, hein, les chantiers pilotes, les chantiers pilotes 5S, il n'y a rien de nouveau, mais bon, ça revient, et c'est vraiment ce type d'approche que vous faites. Mais la question, c'est comment convaincre les gens à la base, hein, les opérateurs, hein. L'opérateur, si vous lui demandez qu'est-ce que c'est qu'une bonne journée pour lui, il va vous dire c'est quand j'ai réussi à faire toute ma prod avec le moins d'ennui possible. Et on travaille à ça, en fait. On travaille à l'identification de ces problèmes et à la résolution de l'ensemble de ces problèmes. Alors, il participe à la décision parce qu'il voit effectivement ce qui coûte cher, il comprend pourquoi on travaille sur ce sujet-là et pas sur ce sujet-là. Et comme ça, il participe à la démarche. Et ça améliore ses conditions de travail. Donc ça donne du sens. Oui, ça me rappelle les remarques sur les Pareto, hein. On a tendance à traiter la partie gauche, mais on laisse tomber la partie droite, alors qu'en fait, c'est la partie droite qui emmerde l'opérateur. Et c'est pour ça aussi que dans l'outil, en fait, on a ajouté une composante pour l'analyse des chantiers de progrès à réaliser. Outre les euros, on regarde la fréquence. On regarde la récurrence.
Parce qu'on peut avoir des choses qui coûtent quasiment rien à l'entreprise et qui sont clés pour l'opérateur. Donc en fait, on fait la double analyse. Enfin, l'outil donne la double analyse et c'est les équipes qui s'approprient l'outil et qui vont déterminer que effectivement ce projet-là, parce qu'il y a cette fréquence et cette récurrence, on va le mener. Même si en termes de gains, il n'apparaît pas comme étant le premier projet à mener. C'est un outil au service de l'intelligence collective. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez évoqué vers la fin, donc, sur le retour d'expérience, quelques écueils, justement, des choses imparfaites. En résumé, quelles sont les choses à ne pas faire, justement, pour réussir cette démarche, qui est quand même une grande démarche technologique et managériale également? En fait, le premier prérequis, c'est la bienveillance. Pour nous, et pour toute démarche de progrès d'ailleurs, je dirais qu'elle soit numérique ou qu'elle soit autre, si vous ne dites pas à l'opérateur, si tu me dis les problèmes que tu as eus, je ne vais pas te taper dessus, mais je vais t'aider à les résoudre, vous avez gagné. Et si l'opérateur se sent fliqué, et c'est une discussion qu'on a en général très vite au début du projet, l'aspect flicage, ce n'est pas un outil de flicage, c'est un outil, au contraire, pour montrer ce qui ne va pas. Et pour moi, c'est vraiment le number one. Si je dois donner un facteur clé, un risque d'échec, c'est cet aspect. Est-ce que c'est un outil de flicage ou est-ce que c'est un outil de progrès? D'accord, donc rassurer finalement l'utilisateur final. Et puis le montrer dans les faits. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que le manager aussi, il ait compris ça. Il faut que toute la chaîne, et c'est pour ça qu'elle fait partie du projet, toute la chaîne de management, c'est que c'est pas juste le patron et l'opérateur qui doivent être d'accord, c'est qu'en intermédiaire aussi, et ça aussi ça fait partie des challenges, le chef d'équipe il doit aussi comprendre et prendre à sa charge cette logique bienveillante. Alors vous disiez que vous aviez transformé tous les indicateurs en euros. Ouais. Est-ce que ça n'a pas généré une forme de pression sur les opérateurs? Puisque ils ont dû voir des indicateurs en rouge de temps en temps, et je pense que non. Bah, en fait, ils avaient déjà des indicateurs en rouge, puisqu'on leur parlait de TRS. Et le TRS... Alors, même s'ils avaient compris qu'au-delà de tel pourcentage, tout le monde était content, et en dessous de tel pourcentage, tout le monde était déçu, ils avaient déjà en fait cette pression de la performance. Mais là, au moins, ils la comprennent. Parce qu'un pourcentage de TRS, d'abord, il faut relire la norme. C'est pas toujours très très clair. Mais de toute façon, l'objectif et la pression du résultat, elle est là. Maintenant, ils participent au résultat. Ils participent à la sélection des sujets parce que justement cet euro est clair. Et dans des entreprises d'ailleurs, on utilise un peu ça en qualité, ça se fait beaucoup. Moi je me souviens, on comptait en Clio à une époque, on disait ah tiens ce mois-ci on a perdu 3 Clio. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà utilisé depuis très longtemps et qui dans certaines aussi techno type World Class Manufacturing font vraiment partie intégrante de la démarche, le cost deployment. Et ça parle à tout le monde l'euro. Donc ça ne met pas plus ou moins la pression. C'est pas une question de pression, mais au moins c'est une pression qui est compréhensible et qui est mesurée, quoi. Ok. D'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation. Bravo. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Et à demain, il y a d'autres conférences également, encore demain matin. Voilà. Merci beaucoup.